Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir aujourd'hui un exemple d'expression orale pour le DALF C1 avec un sujet très fréquent, très classique, qui est la classe inversée. Alors, je vais dans un premier temps vous expliquer toutes les démarches en fait qui vont précéder la présentation orale, donc toute la méthodologie que je vais mettre en place pour parvenir à faire ma présentation orale. Je vous présenterai les textes sources qui vous sont fournis, qui doivent être utilisés pour éventuellement chercher les arguments, mais ce n'est pas une synthèse, donc il ne faut pas utiliser uniquement ces arguments présents dans les textes. Ensuite, nous verrons comment organiser votre plan. Et à la fin de cette vidéo, je ferai moi-même une présentation orale d'environ 15 minutes sur ce sujet. Ça vous permettra de voir comment le développer. A tout de suite, donc, pour la suite de cette vidéo. Alors, l'énoncé, il est très souvent le même pour une expression orale. Nous allons le lire ensemble. Votre exposé présentera une réflexion ordonnée sur ce sujet. Il comportera une introduction et une conclusion et mettra en évidence quelques points importants, 3 ou 4 maximum. Attention, les documents sont une source documentaire pour votre exposé. Vous devez pouvoir en exploiter le contenu en y puisant des pistes de réflexion, des informations et des exemples. Mais vous devez également introduire des commentaires, des idées et des exemples qui vous soient propres afin de construire une véritable réflexion personnelle. En aucun cas, vous ne devrez vous limiter à un simple compte-rendu des documents. Et puis donc il y a une deuxième partie dans l'examen, c'est l'entretien. Le jury vous proposera ou vous posera ensuite quelques questions et s'entretiendra avec vous à propos du contenu de votre exposé. Donc nous allons voir tout d'abord cette première partie, c'est l'exposé. Alors je vous ai fourni dans les pages suivantes les deux textes complets. Donc évidemment je ne vais pas vous les lire, ce serait beaucoup trop long. Mais je vous conseille donc de mettre sur pause à chaque coup pour prendre le temps de lire les documents. Mais avant, rappel des caractéristiques. Il faut que vous lisiez de manière attentive les textes qui vous sont fournis, que vous notiez les idées principales, que vous notiez les idées secondaires et les exemples. Je vous rappelle, tout à l'heure dans l'énoncé, ils disent que les exemples, vous devez essayer de fournir des exemples personnels. Donc ne reprenez pas les exemples qui sont fournis dans les textes. Il faudra, comme pour une synthèse, réorganiser les idées. Mais à la différence d'une synthèse, c'est que vous allez devoir mettre une introduction, une conclusion, une problématique qui souvent sera fournie avec l'intitulé. Donc ça sera plus simple. Votre plan, il pourra être dialectique, analytique ou thématique. Nous reverrons ça tout à l'heure. Mais il faut que vous organisiez bien vos idées et que vous annonciez dès l'introduction le plan que vous allez mettre en place. Alors voici donc première page du texte 1, je vous laisserai mettre sur pause. Deuxième page du texte 1, troisième page du texte 1, texte 2, première page, texte 2, deuxième page, texte 2, troisième page, texte 2, quatrième page et texte 2, cinquième page. Je vous ai ensuite, on va dire, mâché le travail. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, c'est-à-dire j'ai fait un petit peu le travail pour vous, mâcher, comme mâcher, manger. Et on retrouve des idées principales dans les deux textes. Alors, je vous les ai précisées ici. Dans le texte 1, on se rend compte que de plus en plus de professeurs sont intéressés par la classe inversée, parce que
Ils estiment que ça motive davantage les élèves et que ça réduit les inégalités. Le texte nous fournit également les caractéristiques de la classe inversée, c'est-à-dire qu'il nous donne une définition de la classe inversée. Les professeurs disent qu'ils peuvent consacrer, grâce à ce système, de plus en plus de temps à leurs élèves. Un exemple est fourni dans un lycée privé à Paris, où la participation des élèves et les nouvelles technologies sont fortement encouragées. Les professeurs, de l'avis même des élèves, sont plus disponibles, et cela permet d'accompagner les élèves qui sont en difficulté. Le texte nous précise que ce système est surtout mis en place au collège, moins au lycée et moins en primaire, et encore moins dans les classes supérieures, donc en université. Il y a tout de même des aspects négatifs. Tous les élèves ne suivent pas les vidéos. Inadaptation du système à certains profils, parce qu'on surestime leur capacité d'autonomie. Ils ont besoin de quelqu'un à temps complet à côté d'eux. Il nous rappelle quelles sont les caractéristiques des capsules vidéo, c'est-à-dire ces vidéos qui sont fournies par les professeurs et que les élèves doivent voir à domicile. Les professeurs ajoutent qu'il y a moins de problèmes de discipline en classe avec ce système et que ça permet d'encourager les élèves à s'entraider et à collaborer dans leur travail. Et toujours pour les professeurs, les contenus qui sont mémorisés le sont de manière plus durable. Texte 2. Vous voyez qu'il y a des éléments qui se répètent. Vif intérêt pour le flip classroom, c'est-à-dire la classe inversée en anglais. Les conditions d'utilisation de ce système. Le but principal qui est donc d'impliquer davantage les élèves grâce à une pédagogie active. Il nous rappelle le parcours qui doit être celui du professeur qui doit d'abord faire une sélection du thème qu'il va choisir, qui doit mettre en place mettre en ligne la capsule, organiser des activités collaboratives et ensuite généraliser les savoirs. Donc ça, c'est le parcours pédagogique du professeur. Ensuite, ils nous fournissent des points forts, combinaison de plusieurs aspects pédagogiques, intérêt accordé au travail personnel, et le prof est obligé de penser une stratégie pédagogique. Il nous donne quand même des limites, manque de matériel informatique, temps passé devant les écrans, difficulté à rester concentré pour les enfants, source d'inégalité entre les élèves. Selon des spécialistes, seuls 20 à 30% des élèves regardent les capsules qui sont proposées par les professeurs. Et au bout d'un moment, si on n'utilise que ce système, il va devenir routinier et va perdre en efficacité. Le texte nous fournit quelques solutions, comme repenser le rôle du professeur et des élèves. Et au-delà, certains pensent à la classe renversée et non plus inversée, en faisant de l'élève le professeur et du professeur l'élève. Donc voici les questions et les informations qui sont fournies dans les textes. Et vous vous rendez compte que ça se répète d'un texte à l'autre, première remarque. Et deuxième remarque, tout est mélangé. Vous voyez que dans le texte 1, on nous parle de motivation au début du texte, puis à la fin du texte, on nous reparle de motivation, on nous donne les caractéristiques de la classe inversée au début, puis on la reprend avec les caractéristiques de la capsule vidéo. On retrouve les caractéristiques dans le texte 2, qui sont développées avec le parcours pédagogique qui doit être celui du professeur. Donc vous voyez que tout est mélangé, donc c'est à vous de regrouper les idées. Alors je vous rappelle quand même l'énoncé, la classe inversée, la solution parfaite pour l'avenir de l'enseignement. Donc c'est une question qui va vous servir tout simplement de problématique. Donc la problématique vous est déjà fournie, donc le travail vous est facilité, on va dire. Je vous rappelle également les plans possibles, dialectique, c'est-à-dire thèse, antithèse, synthèse, thématique, par exemple vous pouvez voir le sujet vu par les élèves, du point de vue des professeurs, du point de vue des parents, du point de vue des sociologues, et puis l'analytique, en voyant les caractéristiques, les avantages, les inconvénients, les conséquences et les solutions.
Moi, personnellement, sur un sujet comme celui-là, je vous conseille l'analytique. Parce que le thématique, il va y avoir des répétitions. Parce que les élèves, nous l'avons vu, trouvent que c'est plus motivant, mais les professeurs également. Certains professeurs estiment que trop d'écran, ça peut être négatif, mais les parents également, et les sociologues également. Donc si on reprend par thème comme ça, on va répéter les mêmes idées. Donc il vaut mieux faire un plan analytique ici. Je vous rappelle également l'introduction. Il faut que vous introduisiez le sujet. Ici, comme je vous l'ai dit au tout début de ma présentation, c'est assez simple puisque c'est une méthode qui est de plus en plus utilisée, et notamment en raison des mesures sanitaires qui sont mises en place par les différents gouvernements avec le virus de la Covid-19. Problématique très simple, elle est déjà fournie dans l'énoncé. Et l'introduction du plan, je vous l'ai dit. Personnellement, moi, j'aurais choisi le plan analytique avec caractéristiques, avantages, inconvénients, conséquences, solutions. Dans la conclusion, vous pourrez faire une synthèse rapide de votre présentation, donner votre avis personnel et finir par une ouverture. Alors une ouverture qui est très récente, je ne sais pas si vous avez entendu le dernier discours du président Macron, qui a décidé de mettre en place l'école obligatoire dès 3 ans à partir de 2021. Alors peut-être que certains d'entre vous vont être très étonnés en disant mais l'école n'est pas obligatoire en France? Eh bien non, l'école n'est pas obligatoire en France, c'est l'enseignement qui est obligatoire en France. Ça veut dire que moi, en tant que professeur, si je préfère que mon fils ou ma fille, pour des raisons quelconques, reste à la maison et que j'apporte la preuve que je suis capable de lui apporter toutes les connaissances dont il a besoin, dont il ou elle a besoin au cours de sa scolarité, je peux très bien le faire. Dire moi personnellement, j'ai les capacités d'enseigner à mon fils et donc je le garde à la maison et c'est moi qui lui fais les cours. Je peux très bien faire ça en France. Et il y a beaucoup de Français qui font ça. On considère qu'il y a environ 50 000 Français, 50 000 familles, 50 000 enfants qui ne vont pas à l'école. Donc, le président Macron a décidé, pour éviter donc les séparatismes, alors les séparatismes c'est quoi? C'est tout simplement que certaines familles n'enseignent à leurs enfants que ce qu'ils veulent bien leur enseigner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ouverture d'esprit. Une famille qui est, on va dire, intégriste, quel que soit l'intégrisme, que ce soit un intégrisme culturel, un intégrisme alimentaire, un intégrisme religieux, évidemment, peut ne pas enseigner la totalité des contenus obligatoires à leurs enfants. Et donc, ça peut provoquer un problème de séparatisme. Donc, le président Macron a décidé d'éviter les séparatismes et tout comme la classe inversée cherche à éviter les séparatismes, à donner à tout le monde les mêmes chances, donner les mêmes moyens à l'ensemble des élèves. Mais, en conclusion, on peut dire ça également, c'est qu'il faut donner les moyens et aux enseignants, et aux professeurs, et aux élèves de pouvoir suivre ce cours inversé. Ça, c'est dans la problématique, c'est dans votre plan, dans les inconvénients ou dans les solutions que vous allez le développer. Petit conseil divers. Lorsque vous parlez ou lorsque vous écrivez, organisez vos idées en les mettant en relation avec des connecteurs logiques. La bonne utilisation que vous en ferez sera toujours mise en valeur. À un niveau d'alpha comme celui que vous préparez, il faut évidemment que vous maîtrisiez parfaitement la conjugaison française, et notamment 2 temps extrêmement importants qui sont le subjonctif et le conditionnel. Faites des fiches d'argumentation et de vocabulaire et lisez régulièrement, écoutez la radio ou la télévision française ou francophone pour améliorer votre richesse lexicale.
Voilà, j'en ai fini. Alors, je n'ai pas développé totalement les avantages, les inconvénients, mais ça, vous allez les retrouver dans les textes qui vous sont proposés et qu'il faut bien entendu que vous réorganisiez. À bientôt. Au revoir. Voici donc le moment venu. Vous avez tout préparé et il vous faut maintenant le présenter oralement devant les membres du jury. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Ça va durer, je pense, une quinzaine de minutes. Vous reverrez donc au fur et à mesure de ma présentation le plan que j'ai mis en place. Donc, je vais commencer tout de suite. Bonjour, je m'appelle Bruno et je vais vous présenter mon travail sur la classe inversée. Alors, la classe inversée, c'est quelque chose qui est très d'actualité, tout simplement parce que, avec la crise sanitaire que nous vivons, de nombreux professeurs ont été obligés de mettre en place des cours online et donc de mettre en place des capsules vidéo dans lesquelles ils expliquaient à leurs élèves ce qu'ils devaient faire. Et donc, on peut se demander si ce moyen de communication, ce moyen pédagogique est le plus adapté. Donc c'est la question qui nous est posée, c'est la classe inversée est-elle la solution parfaite pour l'avenir de l'enseignant? Alors, pour répondre à cette question, dans un premier temps, évidemment, il faut revenir sur ce qu'est la classe inversée. Donc, quelles sont les caractéristiques de la classe inversée? Ensuite, nous essaierons de comprendre pourquoi ce système pédagogique est mis en place, quels sont les avantages que les professeurs ou que les pédagogues ont trouvés dans ce nouveau système pédagogique qui est la classe inversée. Ensuite, nous verrons que malheureusement, tout n'est pas rose dans ce nouveau système et que cette classe inversée a toujours de nombreux aspects négatifs, que ce soit au niveau des élèves, comme des professeurs ou même des parents. Nous verrons donc les caractéristiques, les difficultés que chacun d'entre eux rencontre. Pour finir, nous essaierons de trouver des solutions pour améliorer ce système, parce que nous l'avons vu, la crise sanitaire dure, et on peut se poser si dans les années futures, il ne faudra pas développer ce travail online, ce travail avec l'utilisation des nouvelles technologies. Alors, nous allons tout d'abord essayer de donner les caractéristiques de cette classe inversée. Alors, la classe inversée, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que les élèves reçoivent des cours sous la forme de capsules vidéo, donc qu'ils peuvent regarder chez eux. Donc en fait, les cours sont donnés à la maison sous la forme de vidéo. Et puis, à leur retour en classe, les élèves en discutent avec les professeurs, font les exercices que normalement ils faisaient à la maison. Donc en fait, c'est pour ça que l'on appelle ça la classe inversée. Alors, cela permet aux élèves d'avoir un meilleur soutien du professeur sur les difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Et donc des choses qu'ils réalisaient seuls à la maison, ils peuvent le faire à l'école avec le soutien du professeur. C'est pour ça d'ailleurs que l'on appelle ça, on pourrait résumer donc les caractéristiques de la classe inversée avec les cours à la maison et les devoirs en classe. Alors, voyons maintenant pourquoi les pédagogues et les professeurs ont décidé petit à petit, au cours des dernières années, de mettre en place ce système pédagogique. Alors, tout d'abord, les élèves apprécient ce système parce que les élèves apprécient les nouvelles technologies, apprécient les vidéos, apprécient les écrans, et c'est quelque chose de beaucoup plus motivant et beaucoup plus ludique pour eux. Travailler sous la forme de vidéos
est beaucoup plus agréable au jour le jour pour ces élèves et ils apprennent beaucoup plus facilement. Ça leur permet également, pour ceux qui seraient peut-être un peu plus limités dans l'accès aux nouvelles technologies, c'est de développer cette capacité, développer cette force, cette puissance dont ils auront besoin tout au cours de leur carrière professionnelle. L'accès aux nouvelles technologies va devenir indispensable pour ces élèves dans les années à venir et leur apprendre à utiliser ces ressources est quelque chose d'extrêmement important pour leur avenir. Ce travail est également beaucoup plus égalitaire au niveau scolaire parce qu'il est vrai que tous les élèves n'ont pas le même rythme de travail et certains, quand ils sont à la maison, vont pouvoir regarder la vidéo ou la capsule une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois s'ils en ont envie, jusqu'à ce qu'ils comprennent réellement la règle ou l'élément que voulait leur enseigner le professeur. Donc chacun peut aller à son rythme et revoir autant de fois qu'il veut le cours pour bien l'assimiler. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, égalitaire. Les professeurs vont pouvoir, quand les élèves seront de retour à l'école, leur accorder beaucoup plus de temps, puisque les cours ont été appris et les élèves vont pouvoir poser des questions sur ce qu'ils n'ont pas compris. Donc chacun, l'élève va être vraiment disponible de manière beaucoup plus individualisée avec les élèves qu'il a en classe. Donc là, c'est encore un avantage extrêmement important. Et puis donc, nous l'avons vu, la crise sanitaire aidant, c'est quelque chose qu'il va malheureusement falloir développer de plus en plus si l'on veut pouvoir être, disons, disponible pour l'ensemble des élèves. Des élèves qui, en plus, vont travailler une qualité indispensable pour leur avenir professionnel, c'est l'autonomie, parce qu'il va falloir qu'ils apprennent à travailler seuls une fois qu'ils sont à la maison. Il faut qu'ils aient l'autonomie suffisante pour démarrer le travail, pour ouvrir l'ordinateur, pour regarder la vidéo, pour travailler par eux-mêmes sans qu'il y ait quelqu'un derrière eux à les aider ou à les pousser à travailler. Donc cette autonomie est extrêmement importante à travailler. Malheureusement, cette méthodologie, cette pédagogie a des revers. Il y a de nombreux problèmes qu'il faut résoudre. Tout d'abord, malheureusement, tous les élèves ne sont pas aussi motivés les uns que les autres. Et il est prouvé que beaucoup d'entre eux ne regardent pas les vidéos qu'ils devraient regarder, que le professeur leur a demandé de regarder. Beaucoup d'entre eux ne le font pas. Et donc, ils reviennent en classe sans avoir eu le cours. Donc, malheureusement, les exercices sont faits sans que le cours ait été assimilé. Donc, c'est beaucoup plus compliqué pour ces élèves-là. On n'a pas réfléchi au problème que, malheureusement, certains élèves n'ont pas l'autonomie suffisante pour pouvoir travailler de cette manière-là. Et puis, nous avons parlé d'égalité tout à l'heure, égalité scolaire, c'est-à-dire que le professeur est là beaucoup plus présent pour chacun de ses élèves, mais il y a une inégalité sociale qui se crée avec cette classe inversée, parce que les élèves n'ont pas forcément les ressources informatiques suffisantes à la maison pour pouvoir accéder aux ressources pédagogiques fournies par le professeur. Imaginez une famille où il y a 3 ou 4 enfants scolarisés. Tous les enfants n'ont pas un ordinateur à disposition. Comment vont faire ces enfants pour accéder aux ressources? Sur un téléphone portable, c'est extrêmement compliqué. Et puis, tous les enfants n'ont pas de téléphone portable. Et puis, il y a un autre problème, c'est que de nombreuses régions
en France, notamment dans les campagnes, n'ont pas d'accès à Internet. Une connexion Internet, ça peut passer, mais 3 ou 4 personnes qui regardent en même temps une vidéo sur 4 appareils différents, ça ne va pas passer. Donc ça va, comme on dit, ramer, et ils ne pourront pas suivre les cours dans les conditions adaptées. Et puis, on va dire inégalité sociale, parce que certains ont leurs parents pour les aider, d'autres, au contraire, les parents travaillent ou n'ont pas forcément le niveau intellectuel suffisant pour les aider dans leur recherche et dans leur travail. Donc, ce travail à la maison, il n'est pas réalisé dans les meilleures conditions pour beaucoup de ces élèves. Donc, est-ce que ces élèves ne sont pas défavorisés par rapport aux autres? Il y a également un manque d'interactivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les élèves, quand un élève a une difficulté, rencontre un problème dans la compréhension d'un exercice, il a besoin d'avoir une réponse immédiate. Or, cette réponse, pendant la lecture de la vidéo, il ne l'a pas, puisqu'il va falloir qu'il attende le lendemain ou le surlendemain, c'est-à-dire que le cours en direct, en présentiel avec le professeur, pour avoir la réponse. Donc, c'est quelque chose, cette interactivité d'un petit peu compliquée avec la classe inversée, parce que la réponse qu'attendent les élèves ne vient pas immédiatement. Autre point négatif, l'élève n'est pas forcément, c'est en relation un petit peu avec cette interactivité, l'élève n'est pas au centre de l'apprentissage. Et surtout, le groupe n'est pas au centre de l'apprentissage. Les élèves travaillent de manière individuelle. Il n'y a pas de travail collectif tel qu'on l'attendrait d'un élève que l'on veut faire travailler en société. Donc d'un citoyen, d'un futur citoyen, on lui demande de travailler de manière individuelle. Ça ne correspond pas réellement à ce que l'on attend d'un futur citoyen français ou européen. Ça, c'était pour les élèves. Voyons maintenant les professeurs. Les professeurs, cela exige de leur part un travail beaucoup plus important. Parce qu'il y a un travail de préparation qui est énorme. Il faut faire les capsules. Les capsules, ça prend énormément de temps. Et pendant ce temps-là, les professeurs ne sont pas payés. Donc, est-ce que les professeurs vont être capables de le faire? Et puis surtout, est-ce que les professeurs, il y a une histoire de temps, mais il y a une histoire de niveau également. Certains professeurs, notamment parmi les plus anciens, n'ont pas les connaissances suffisantes en informatique pour pouvoir réaliser ces capsules vidéo, pour pouvoir les partager sur les réseaux sociaux ou sur des plateformes pédagogiques. Donc, ça représente un très gros problème pour ces professeurs, un travail supplémentaire pour beaucoup d'entre eux, et puis un travail qu'ils ne savent pas faire pour d'autres. Et puis, il y a les parents. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Les parents, ils n'ont pas forcément les moyens d'aider leurs enfants. Et puis surtout, 4 enfants qui travaillent en même temps à la maison, les parents n'ont pas les moyens financiers de payer le matériel informatique suffisant pour leurs enfants. Donc, là encore, un gros problème. Et puis, donc, au niveau de l'État, on pourrait dire qu'il y a ce problème d'accès à Internet qui n'est pas le même pour tout le monde. Il y a certaines, comme on appelle, des zones blanches où l'accès Internet n'existe toujours pas en France. Donc voilà pour tous les inconvénients. Il y en a beaucoup, vous voyez. Donc les solutions pour réduire au minimum ces problèmes, ces difficultés. On va revenir sur les professeurs. Les professeurs, il faut les former. Il faut fournir aux professeurs la possibilité de se former aux nouvelles technologies, notamment donc toujours pour les plus anciens, parce qu'ils vont avoir à un moment donné besoin de s'adapter à ces nouvelles technologies. Nous avons vu
pendant la crise sanitaire que nous avons vécue, nous avons vu des profs qui ont totalement décroché, qui ont abandonné leurs élèves sur le bord de la route parce que tout simplement, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas ouvrir un ordinateur, ils ne savaient pas allumer un ordinateur, ils ne savaient pas faire un cours par ordinateur, ils ne savaient pas accéder aux plateformes pédagogiques, et donc ils étaient complètement perdus et ne pouvaient pas aider leurs élèves. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque de connaissances. Donc il faut vraiment aider les professeurs et leur fournir la formation suffisante pour qu'ils puissent s'adapter à cette nouvelle méthodologie. Et puis, il faut les aider financièrement, parce que travailler chez soi, ça prend du temps, nous l'avons vu tout à l'heure, ça coûte de l'argent parce qu'il faut acheter son matériel, ça coûte de l'électricité, parce qu'on ne travaille plus à l'école, on travaille chez soi. Donc, à un moment donné, toutes ces dépenses, il faut peut-être aider les professeurs. Alors, l'État a décidé, à cette nouvelle rentrée 2020, d'aider financièrement les professeurs en fournissant des ordinateurs, mais également les élèves en fournissant des ordinateurs ou des tablettes. Mais là encore, il y a ce problème d'accès à Internet. Et là, ce n'est pas forcément l'État qui est responsable. On nous promet la 5G partout, mais beaucoup de régions n'ont même pas Internet. Donc, comment faire? Et là, malheureusement, c'est un problème on va dire de contrat, puisque ce sont des entreprises privées qui gèrent ça, et ce sont également les maires qui gèrent ça. Si un maire ne veut pas faire la dépense d'installer la fibre dans sa commune, il ne le fait pas. Et donc, les gens qui habitent dans cette commune n'auront pas la fibre. Je suis bien placé pour le savoir, puisque moi-même, dans ma commune, je n'ai pas la fibre, et à mon avis, je ne suis pas prêt de l'avoir. Donc, c'est un problème qui est extrêmement important. Donc, vous voyez, il faut donc trouver des solutions pour les professeurs, mais également des solutions fournies par l'État. Et puis, il faut fournir des améliorations technologiques et pédagogiques pour l'ensemble des acteurs de l'enseignement, c'est-à-dire les élèves, les professeurs et les parents, qui sont à part entière dans l'apprentissage de leurs enfants. Alors en conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire? C'est un système qui est extrêmement intéressant, mais qui donc permet aux élèves d'être beaucoup plus proches de leur professeur, et le professeur devient réellement un soutien des élèves. Mais il y a encore beaucoup trop de difficultés à résoudre parce que les professeurs ne sont pas forcément formés pour le faire, parce que l'aspect technologique fait qu'il y a des inégalités qui se créent au sein même de la société, des élèves qui n'ont pas accès aux ordinateurs, qui n'ont pas accès à un téléphone portable, qui n'ont pas accès à Internet. Donc il y a tous ces problèmes à résoudre si l'on veut que, comme nous le dit notre ministre, l'école de demain soit une école numérique. C'est très bien d'avoir une école numérique parce que c'est quelque chose dont les élèves auront besoin, et c'est quelque chose, le numérique c'est l'avenir, et évidemment on ne peut pas renier le futur, mais il faut donner les moyens à chacun, financièrement et technologiquement. Voilà, j'en ai fini. J'ai duré, je pense, 17-18 minutes dans ma présentation. C'est à peu près ce que l'on vous demandera. J'espère que ça vous sera utile et que ça vous permettra, à vous aussi, de faire de bonnes présentations pour votre examen de C1. À bientôt. Au revoir. Et n'hésitez pas, d'autres vidéos vont apparaître prochainement pour le B2, pour le C1, pour le C2. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes. À bientôt. Au revoir.